Bonjour à tous, salut Laura, salut Maxime. Bonjour. Hello. On est là pour parler de la fidélisation aujourd'hui pour un nouveau webinaire Agora Pulse. On est super content de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes déjà plus d'une vingtaine en ligne, c'est parfait. On va commencer tout de suite à parler de fidélisation client. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup en 2023 et vous allez voir pourquoi on va vous donner pas mal de chiffres pour vous montrer en quoi c'est moins cher et puis c'est vraiment une stratégie à adopter en 2023. Vous pouvez poser vos questions en live. On va aussi nous vous en poser. On va vous poser quelques sondages où vous pourrez répondre. Donc n'hésitez pas à interagir dans le chat avec des commentaires ou des questions. On pourra répondre dans certains cas à l'écrit ou les prendre à l'oral. Et je vais vous partager tout de suite mon écran pour vous faire une petite présentation d'introduction. Donc on y va, c'est ici. Hop. Je mets ça en plein écran. Voilà, parfait. Donc c'était pour vous représenter rapidement Agora Pulse et voilà, qu'est-ce qu'on fait ici? Moi, je bosse chez Agora Pulse, donc je suis Déborah, responsable de marketing de contenu. Et vous m'avez peut-être déjà vu en live, en webinaire, vous avez peut-être déjà lu des blogs ou encore des e-books qu'on publie. Donc tout ça, c'est mon domaine, Agora Pulse. Et donc, Agora Pulse, c'est un outil de gestion des réseaux sociaux. Donc c'est un petit screenshot de la homepage que je vous ai mis ici. Si ça vous intéresse, vous pourrez par vous-même essayer gratuitement l'outil ou voilà, vous balader sur le site. Et notre promesse, c'est de vous permettre de reprendre le contrôle de vos réseaux sociaux en organisant vos tâches, que ce soit la programmation des posts, la mesure du ROI, etc. À savoir qu'on est très, très chaud sur la mesure du ROI. C'est vraiment notre sujet et on va pas mal parler de ROI aussi aujourd'hui, donc ça va être intéressant. Et le sujet du jour, développer sa marque en 2023, tout miser sur la fidélisation. Alors c'est justement la question qu'on va se poser. On va évidemment la mettre en concurrence avec l'acquisition client et parler de la différence entre ces stratégies. J'ai avec moi donc Laura et Maxime, je vous les présente et ils vont se présenter également. Donc Laura, tu es la sparring partner des CEO pour LBK Consulting. J'espère que je prononce bien le nom de ta boîte. Je te laisse te présenter et présenter un petit peu ton domaine d'expertise pour qu'on comprenne bien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, très bien prononcé. Donc Laura Bokovza, LBK Consulting. Il n'y a que moi dans LBK Consulting en fait. Donc je suis sparring partner de dirigeants depuis 4 ans maintenant, donc en indépendante avec une grosse expertise autour de l'expérience client à tous les points de contact, de la noto au service client en fait. Donc sur tout le funnel et donc la fidélisation en fait bien partie. Et j'ai une expérience de plus de 20 ans en corporate auprès d'intrapreneurs et d'entrepreneurs dans pas mal de secteurs d'activité B2B, B2C. Donc, j'espère pouvoir illustrer avec beaucoup d'exemples de différents domaines et différents secteurs ce qu'on va exposer et discuter aujourd'hui. Super, merci beaucoup de t'être présenté. Maxime, je veux bien que tu te présentes aussi. Tu es le co-founder de Panoply et tu viens juste d'inaugurer des nouveaux locaux et un nouveau site juste aujourd'hui. J'ai vu que ça parlait beaucoup de ROI, donc on a des atomes crochus avec Agora Pulse, vu qu'on parle beaucoup de ce sujet-là aussi. Ouais, merci Déborah pour l'accueil et ravi de participer à ce webinaire. Donc Maxime Delmotte, fondateur et cofondateur de Panoply. Panoply, on est une plateforme SaaS d'engagement. En fait, on permet à nos clients d'automatiser l'envoi de petites attentions en fonction de moments importants dans le cycle de vie de leurs clients ou même de leurs collaborateurs. Et pour ça, on leur met à disposition cette interface sur laquelle ils peuvent sourcer des idées de cadeaux, des cadeaux physiques, des cadeaux digitaux, des cadeaux associatifs et connecter leur CRM ou leur SIRH pour être sûr d'envoyer la bonne attention au bon moment et ainsi fidéliser leur communauté puisque c'est le sujet du jour. Donc ravi de pouvoir intervenir sur ces questions-là avec mon angle plutôt, je dirais, entrepreneur et aussi Head of Sales, puisque c'est moi qui m'occupe de la partie client chez Panoply. Ouais, super. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Et c'est vrai que c'est un de vos gros sujets, la fidélisation.
On va commencer avec, un petit sondage pour voir, où en sont les participants aujourd'hui par rapport à la fidélisation et ça nous permettra heu, de savoir, comment aborder le sujet ensemble. Alors, j'ai ouvert le sondage, ça se situe sur la droite de votre écran. Vous devez avoir un petit onglet qui dit sondage et je vais l'afficher également à l'écran. Non, ça marche vous la voyez pas à l'écran. Est-ce que vous voyez dites-moi dans le chat, est-ce que vous voyez le sondage ouvert? Ouais, je vois qu'on commence à avoir des votes. Par contre, je ne vois pas comment l'afficher à l'écran. OK. Alors on a un vote. Ça y est, ça commence à arriver. OK. Oui, il me semble qu'on verra, oui, je pourrai afficher les réponses à l'écran une fois qu'elles seront terminées. Donc je vous laisse encore quelques secondes pour continuer à voter. Donc la question c'est: «Avez-vous une stratégie de fidélisation client en place?» Oui, non ou plus ou moins. Je vous laisse encore quelques secondes. Allez, je vais fermer le sondage et je vois pas le sondage qui s'affiche à l'écran par contre. Alors là, je verrai pour le prochain comment faire. Je vous dis les réponses, en tout cas Laura et Maxime, comme ça vous savez, où en sont les participants. Du coup, on a un max de oui quand même. La plupart des gens ont une stratégie de fidélisation client, donc c'est 44 des participants. On a quelques non et on a quelques plus ou moins. Donc ça vous permet de savoir, où on en est. Le Et plus ou moins, c'est s'il y a un doute, il y a pas de doute, hein. Donc ouais, voilà, c'est qu'il y a plutôt pas de stratégie, c'est c'est que ça. plus ou moins, ouais, on est d'accord. Hem et on disait Où tout à il y l'heure a peut-être des choses qui sont faites, mais sans forcément qu'elles soient structurées ou pilotées. oui, oui, carrément, ça va être plutôt non, on va dire. La première question qu'on voulait vous poser, et c'est Maxime surtout, c'est toi qui vas y répondre, c'est pourquoi est-ce qu'on miserait sur la fidélisation en 2023? Heu, Pendant que tu abordes ce sujet, je vais aussi représenter, mon écran. Ça nous permet d'avoir quelques chiffres, à l'esprit, qui nous font penser que c'est une stratégie importante. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que je pense que la plupart d'entre vous ont observé déjà, sur la fin d'année 2022 que le contexte économique est pas forcément super favorable. Tout dépend des industries dans lesquelles vous êtes évidemment, mais on sent bien que dans un contexte économique compliqué, il faut miser sur des valeurs sûres, sur ce qu'on sait, sur ce qu'on maîtrise. Une communauté de clients avec laquelle on travaille déjà, on a des métriques, on sait à peu près quels sont les paniers moyens, quelles vont être les anticipations et c'est des datas qu'on a forcément moins avec des clients avec des prospects qu'on souhaite acquérir. D'ailleurs, il y a un chiffre qui dit qu'on a 60 à 70 de certitude, sur la partie rétention, fidélisation, donc sur son portefeuille existant. Alors qu'à l'inverse, on est plutôt sur, du 5 à 20 de certitude sur de l'acquisition. Donc, on sent bien qu'en 2023, avec, le contexte qu'on connaît, vaut mieux miser sur, la certitude la plus élevée si on veut, que notre business, se porte le mieux possible. J'ajouterais peut-être qu'un client fidèle, c'est un client qui apporte aussi du business en plus d'apporter, enfin, en plus d'être lui-même source de business, il en apporte, du nouveau. Puisque, il va souvent se comporter comme un ambassadeur si c'est un client qui, en plus d'être fidèle, est satisfait. C'est pas forcément la même chose, on pourra le voir après, mais un client fidèle est en général satisfait et donc va pouvoir, être, ambassadeur et parler de votre marque, autour, ce qui va générer, naturellement et organiquement des nouveaux leads aussi. Donc, la fidélisation peut entraîner aussi l'acquisition, de façon indirecte. Et puis peut-être, sur la partie, image de marque, de fait, si le client parle de vous, il va aussi, développer votre image de marque, faire de la notoriété. C'est un peu un système vertueux. Après,
comme on le voit sur les chiffres, c'est bien évidemment moins cher de se concentrer sur la fidélisation. Donc, avec les budgets marketing qui vont être un peu cutés sur 2023, à choisir, on est tenté évidemment de se concentrer sur la fidélisation. Ouais, très clair, et c'est vrai qu'entre autres, on peut s'attarder sur la question de à quel point c'est moins cher parce que, voilà, tout le monde est près de son budget marketing cette année. On peut vous montrer, également d'autres chiffres. Donc ça, c'est une infographie, qu'on a pris de Finances Online. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de chiffres, donc je vous mets le lien d'ailleurs dans le chat, si vous êtes intéressés pour, lire tous les chiffres à ce sujet. Donc voilà, on voit par exemple, alors eux, ils disent que c'est 5 fois plus cher d'acquérir de nouveaux clients que de les retenir. On trouve vraiment pas mal de chiffres à ce sujet, donc ça varie entre, 3, 5, jusqu'à même 25 fois selon le panier moyen. Laura, justement, est-ce que tu veux bien, développer sur ce point et nous expliquer à quel point fidéliser ses clients est moins cher quand on acquérit de nouveaux? Ouais, bien sûr. Alors en fait, aujourd'hui, on voit bien, hein, pour augmenter son chiffre d'affaires, si on regarde que son chiffre d'affaires, on a 3 axes pour augmenter le chiffre d'affaires. L'un, c'est effectivement l'acquisition, il faut augmenter le nombre de clients. Mais en fait, les 2 autres axes, c'est des axes de fidélisation puisque c'est soit augmenter le panier moyen par client, soit faire acheter les clients plus souvent, plus régulièrement, donc pour augmenter leur LTV, sur toute la durée de vie du client. Donc déjà, on voit bien que toutes les actions qui vont bouger sur la fidélisation, elles ont 2 axes pour faire augmenter le chiffre d'affaires. Donc déjà, elles sont 2 fois par nature, 2 fois plus impactantes. Ensuite, sur la fidélisation, on voit bien que les canaux qu'on va activer, dans la grande majorité des cas de fidélisation, on a déjà les choses qui sont le plus chères à acquérir, qui sont les données clients. Dans l'acquisition, ce qui coûte cher, c'est d'aller capter ces premières données, c'est d'aller capter cet email, ce numéro de téléphone, le premier pas dans la porte, hein, pour les magasins physiques, évidemment. Mais une fois qu'on a capté ces données, en fait, le reste des canaux de fidélisation, on va actionner des canaux à bien plus faible coût. Et je pense évidemment à l'emailing, même s'il est très, très mal utilisé dans beaucoup de cas, mais on pourra y revenir. Et là où c'est encore plus frappant, c'est dans le secteur du SaaS, parce que dans le secteur du SaaS, on a le canal, c'est le produit lui-même, puisqu'on peut communiquer avec ses clients et les fidéliser à travers le canal qui est le produit. Donc, on n'a même plus de coûts canaux à activer. Et aussi, on a des données d'usage, ce qui permet d'être au plus près en fait de la fidélisation. Mais même quand on parle d'un magasin physique, le fait d'avoir fait passer le client pour la première fois dans la porte, on va peut-être avoir un QR code pour qu'il s'abonne à l'Instagram et puis ensuite on va pouvoir l'animer à travers des réseaux sociaux, mais on n'aura pas eu besoin de l'acquérir par de la publicité payante. Donc on voit bien qu'on va pouvoir capitaliser sur tous les gens qui ont déjà interagi avec la marque en fidélisation, ça sera beaucoup plus fort. OK, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Laura. Je complète aussi par la suite de l'infographie. On peut, regarder aussi les habitudes des marketeurs, par rapport à la fidélisation. Donc on voit que l'email marketing, c'est le canal principal, qu'on utilise, dans cet objectif. Il y a également les réseaux sociaux. Donc ça nous intéresse, forcément à Agorapulse puisque, on vend une solution qui aide à améliorer sa gestion des réseaux sociaux. Le content marketing, ça m'intéresse, personnellement, c'est mon job et le referral, ce qui fait référence notamment au bouche à oreille, au dark social, à l'influence, toutes ces techniques, à exploiter qu'on pourra développer un petit peu après et puis vous voyez, juste en dessous le churn donc Laura, peut-être tu peux expliquer en 2 mots ce que ça veut dire le churn pour qu'on comprenne ce dernier graphique? Oui, bien sûr. Donc le churn, c'est le taux de défection en français, hein. Donc c'est le pourcentage de clients qui ne vont pas rester clients, qui vont partir, soit à la concurrence, soit simplement arrêter d'utiliser la catégorie de produits. Donc on voit bien que les taux de churn, qui sont des choses qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, hein. Le churn, c'est 100% de tes clients moins ceux qui te sont fidèles, hein. Donc c'est
C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc ça veut dire que donc là on est sur des chiffres américains. Le cable, c'est les abonnements au câble, à la télé par câble. On est sur des taux de churn de 25%, donc un taux de fidélisation de 75%. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. On voit bien qu'il y a des catégories qui ont un taux de fidélisation plus élevé que d'autres. Là, les télécoms, avant la portabilité du numéro en France, on était à 95-96% de fidélisation, mais parce que les gens voulaient. En fait, il y avait des frictions au churn qui était qu'on ne pouvait pas partir avec son numéro de téléphone. Et depuis qu'il y a la portabilité du numéro et que du coup, vous ne changez pas de numéro de téléphone quand vous changez d'opérateur, les taux de churn maintenant sur la partie des télécoms sont à peu près au pourcentage des Américains, donc autour de 20%. Donc on voit bien que la fidélité, et c'est là que je rebondis sur un des éléments qu'a déjà commencé à introduire Maxime, c'est que la fidélité ne veut pas dire la satisfaction. La fidélité, c'est un état. C'est je suis fidèle, il se trouve que je reste client, mais je peux rester client en fait pour de très 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 mauvaises raisons. Et on voit bien, il y a des catégories dans lesquelles on vous met plein de barrières pour que vous puissiez pas partir. C'est pour avoir des très bas taux de churn, des très bons taux de fidélité, mais ça va pas forcément aider sur la partie referral marketing et parrainage si en fait vous n'êtes pas content. Oui, c'est clair. Il faudra qu'on développe un petit peu cette partie d'ailleurs. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de fidélisation. Alors, on dit que c'est moins cher que l'acquisition, tout ça. On ne veut pas dénigrer pour autant, l'acquisition. On est d'accord qu'il faut avoir, ces 2 stratégies-là, mises en place et Maxime, est-ce que tu peux essayer de nous parler, de comment trouver un équilibre entre ces stratégies et entre les budgets qui sont dédiés d'une part à l'acquisition et d'autre part à la fidélisation? C'est vrai que dans tout ce cycle du Customer Lifetime Value, on va prendre en compte les budgets d'acquisition et les budgets de rétention, donc le CAC et le CRC. Et en l'occurrence, le CAC doit être mis en face d'un ROI selon les campagnes d'acquisition qu'on va mettre en place, et au même titre que le CRC doit être mis en face d'un ROI par rapport aux différentes initiatives qu'on va mettre en place pour de la fidélisation. Comme le disait Laura, en principe et en général, les actions de fidélisation vont coûter moins cher que les actions d'acquisition, donc le CRC va être la plupart du temps plus faible que le CAC, mais on sent bien que dans la lifetime value, il doit y avoir justement cet équilibre et cette balance à trouver entre combien je suis prêt à mettre en CAC, combien je suis prêt à mettre en CRC. Parfois, je vais devoir peut-être pousser plus sur l'un que sur l'autre, mais dans des contextes où tout le monde tout le monde se bat pour acquérir des clients, j'ai plutôt intérêt à me concentrer sur les miens et inversement. Donc c'est pas tellement, il n'y a pas vraiment de règle d'or, mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est le ROI que je mets en face de n'importe quelle action que je vais développer, qu'elle soit une action d'acquisition ou une action de rétention et de fidélisation. Et c'est parfois moins évident dans la tête des gens d'aller chercher un ROI sur de la fidélisation parce que c'est moins perceptible, c'est moins tangible. Quand on acquiert un nouveau client, OK, on a tout de suite un revenu direct. La fidélisation, elle peut être plus diffuse, moins palpable et donc plus difficile à monitorer. Mais je suis sûr que Laura a plein d'astuces pour ça. En tout cas, c'est sur cet équilibre, j'ai envie de dire que voilà, il y a pas vraiment de règle d'or, il faut faire un peu des 2. Mais parfois, il est plus intéressant de se concentrer sur de la fidélisation et d'autant plus aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous lister, des stratégies qui fonctionnent pour toi en fidélisation? Alors bien sûr, en fait, quand on va chercher à faire de la fidélisation, on va essayer d'impliquer ses clients dans un esprit presque communautaire, parce que on veut que le client soit en fait réceptif à la marque, qu'il ait envie d'en parler, qu'il soit positif quand il parle et quand il diffuse votre message. Parce qu'un client fidèle, c'est pas seulement un client qui achète régulièrement, c'est aussi un client qui va dégager quelque chose autour de lui et déclencher des effets vertueux par la suite. Donc, un peu ce que j'évoquais en introduction tout à l'heure.
Donc, on a voilà, typiquement les referral programmes qui fonctionnent très bien pour les clients qui sont fidèles. Ils vont avoir tendance à vouloir parler de la marque autour d'eux. Et là, on peut gagner en revenus par la suite. Les modèles qui ont très bien marché et qu'on connaît tous, c'est Uber, par exemple, évidemment, avec le système de parrainage. Donc ça, c'est une, une astuce, enfin un axe de développement. Après, nous, on aime bien être très transparent avec les clients. Enfin, en gros, un client qui est fidèle, c'est un client qui sait où il met les pieds et qui n'a pas le sentiment de se faire berner. Un peu comme ce que disait Laura tout à l'heure avec les télécoms. C'était pas des clients fidèles, c'était juste des clients contraints. Des vrais clients fidèles, c'est des clients à qui on transmet de l'information. Donc, ce qui est bien à faire, c'est par exemple partager une roadmap en commun avec ses clients, avec sa base de clients, pour les impliquer dans la transformation, le développement de votre produit ou de votre service. Ça se fait beaucoup aussi avec les marques de précommande en ce moment, où on sent que voilà, il y a beaucoup de transparence dans la structure des coûts. Pourquoi on met en place tel et tel produit, pourquoi on a décidé de le faire comme ça et pas comme ça. Donc tout ça, ça crée de l'engagement, ça crée de la fidélité auprès des communautés. Il y a aussi le fait de tout simplement communiquer régulièrement les résultats de votre entreprise. Ça, c'est de la transparence vraiment très développée. Mais le client se sent aussi impliqué et il n'est pas juste client, il est aussi partie prenante. Donc ça, on peut le faire sous forme de business review avec votre client ou avec votre communauté de clients de façon trimestrielle, semestrielle, annuelle. Il y a des initiatives aussi qui fonctionnent bien sur de la premiumisation de la relation avec, par exemple, la création de clubs clients, où là, on va identifier dans votre communauté de clients certains types de clients qui correspondent à des critères d'engagement forts. Donc, des clients qui consomment plus de 10 fois par an, par exemple, ou des clients qui ont un panier moyen supérieur à X milliers d'euros. Et ces clients-là, on peut les engager de manière un peu privilégiée pour booster encore davantage leur fidélisation et faire en sorte qu'ils parlent de vous autour d'eux. On a un de nos clients qui fait ça très bien, la communauté de freelance de Malte, qui a créé le club des super malteurs, par exemple. Donc ça, c'est une très belle initiative. Si je peux Soigner compléter d'ailleurs, Maxime, ouais. sur cet exemple-là des super maltaires, en fait, c'est non seulement c'est effectivement apporter un niveau de service, mais en tout cas pour les marques historiques et traditionnelles qui l'ont fait, on pense tous à la carte Platinum Air France. Hein, c'est qu'en fait vous leur donnez tellement le goût à ces privilèges qu'ils vont tout faire pour garder un niveau de dépense qui reste à ce niveau-là. Donc, on est aussi dans la fidélisation, au-delà de les remercier, on est aussi dans la fidélisation à l'intérêt de l'entreprise, parce que, et en particulier sur des achats qui sont payés par l'entreprise et pas par l'individu, vraiment, c'est genre, maintenant que j'ai goûté au lounge, plus jamais je fais un voyage sans lounge, quoi. Donc, il y a aussi des vrais intérêts financiers, en fait, à investir dans ce genre de programme. Ouais. On a une question de Charlie, je vais la montrer à l'écran. Donc, que pensez-vous du community-led growth? Est-ce que Laura ou Maxime, vous avez envie de répondre? Alors moi déjà, je vais commencer à répondre et puis je suis pas sûre qu'on ait la même vision avec Maxime, mais du coup ça va être intéressant. Ouais. Moi de toute façon j'ai un problème avec le terme growth, hein, comme s'il y avait des marketeurs qui voulaient de la décroissance. Donc voilà, ça c'est posé. D'accord. Ça c'est posé. Le community led, c'est exactement, on est en train de parler du referral, hein, donc le referral et la façon dont la communauté peut effectivement venir alimenter en fait la flywheel pour que ce soit tes clients qui t'amènent tes prospects. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends, Charlie. Donc, n'hésite pas à dire dans le chat si c'est bien de ça dont tu parles, parce qu'on adore mettre des labels sur des trucs, mais qui existent en fait depuis des années, qui sont juste rendus parfois un peu plus faciles avec les nouveaux outils, mais ça reste des choses qu'on fait depuis très très longtemps. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu es dans un secteur qui fait que il y a un vrai intérêt dans l'utilisation produit à ce que tu amènes tes pairs, tes clients, tes collaborateurs
Dans le produit, oui, il faut y aller à 2000% et avec toutes les petites tactiques qui vont bien, je mets mon logo sur la version free jusqu'à des offres de parrainage plus pour amorcer cette machine-là. Mais pour moi, c'est pas, enfin, ça reste de la fidélisation, c'est juste qu'on s'appuie sur ses forces. Tu voulais c'est vrai que ça me fait aussi un peu penser, comme tu disais, à ce système un peu d'ambassadeur. J'ai l'impression que dans le community-led growth, il y a aussi cette idée de, en fait, ça s'auto-alimente, un peu comme des marques comme GitHub, ou enfin on l'a vu vachement avec l'open source, ou même Shadow pour la partie française, où en fait l'impulsion vient vraiment de ta base client, mais pas seulement de certains ambassadeurs identifiés. C'est un truc très dissous. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours simple à maîtriser, même d'ailleurs, parce que parfois ça peut déraper. Mais dans l'absolu, j'aurais tendance à dire que c'est enfin, hyper utile si vous arrivez à le créer, d'autant plus dans une économie et un système et une société aujourd'hui où tout s'horizontalise. Oula, c'est pas compliqué. Mais je suis complètement d'accord, Maxime. Mais d'aucuns diraient d'ailleurs que le community-led growth, en fait, tu peux pas le décréter parce que c'est ta communauté en fait qui va s'emparer du truc. Ouais. Donc c'est plutôt comment est-ce que, une fois que tu as identifié que ça part, comment est-ce que tu vas accompagner le mouvement sans donner l'air quand même de t'en emparer, parce que tu as quand même ce sujet-là aussi de. Enfin, c'est comme quand tu vas dans un Reddit pour apprendre qui sont tes clients, et si tu commences tout de suite à leur faire de la vente, ça marche pas en fait. Alors que si tu les aides et tu réponds au message privé à un avec ton produit qui pourrait vraiment l'aider, ben, c'est lui qui va commencer à en parler. Et là, il faut juste que tu accompagnes le mouvement. Ouais. Je ferme la question en tout cas, Charlie. J'espère qu'on a répondu à ta question. N'hésitez pas à utiliser soit cette fonction-là qui s'appelle Q&A, ou alors tout simplement à poser vos questions dans le chat. On continue à regarder. Et je voulais qu'on parle un petit peu plus des canaux, parce qu'on a évoqué très rapidement l'idée tout à l'heure. On voyait sur le graphe une majorité de marketeurs qui vont utiliser l'email marketing comme canal de fidélisation, et puis on voyait en deuxième les réseaux sociaux. Donc, en fait, pour avoir une vue d'ensemble, déjà, Maxime, je veux bien que tu nous parles des différents canaux qui peuvent être utilisés selon toi. Et dans le même temps, je vais publier donc dans l'onglet sondage la question: d'après vous, les réseaux sociaux sont-ils le lieu pour fidéliser ses clients? Et donc, vous pouvez y répondre. Je vous laisse quelques minutes. Je ne vais pas l'afficher à l'écran. Du coup, ça reste disponible vers la droite et on verra les résultats tout à l'heure. Alors, c'est vrai que sur cette partie canaux, moi, je commencerais par dire que il faut d'abord avoir un CRM ou un équivalent qui est à jour, parce que en fait, les canaux ne sont bien utilisés que si la data qu'on possède est donc à jour. Et Laura a commencé à en parler tout à l'heure. Donc là vraiment, c'est le cœur. C'est OK, est-ce que mes data quality check de mon CRM sont bien en place pour pouvoir en fait déclencher les bonnes actions au bon moment. Après, on a donc les canaux standards, hein, qu'on a évoqués. Nous, on mise beaucoup sur la relation humaine, malgré le fait qu'on soit dans le SaaS. Donc, on a des account managers dédiés par client. Et mine de rien, alors c'est vrai surtout sur le B2B. Le B2C, c'est des techniques peut-être un peu plus différentes, mais mine de rien, là, cette relation et cette proximité engagent énormément le client. Et il y a beaucoup de clients qui choisissent une entreprise plus qu'une autre sur l'expérience et la relation qu'elles vont trouver, plus parfois même que le produit au début en tout cas. Donc ça, c'est vraiment à ne pas négliger. Et après, il y a des outils qui sont hyper accessibles, enfin, ou en tout cas très accessibles pour les consommateurs et les clients. Par exemple, le SMS fonctionne beaucoup mieux que les emails. On a un taux d'ouverture et de lecture qui est de 90% sur les SMS. Alors après, il y a des fraudes en ce moment, donc faites attention. Mais enfin, ça fait plusieurs années même maintenant que ça dure. Mais en tout cas, il y a une pénétrabilité du SMS qui est vraiment super puissante. Les chats conversationnels qu'on voit de plus en plus aussi émerger sur les sites vitrines.
Donc ça, c'est quand même super utile en termes de rapport qualité-coût, puisque on a maintenant des séquences de réponses qui peuvent être hyper personnalisées, sans forcément qu'il y ait d'humain derrière. Mais ça va être pour des niveaux pour certains types de réponses. Ça vient pas en contradiction avec la compte management dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment pour certains types de réponses. Et puis après, on a des canaux comme le produit, hein, ça c'est mon c'est mon domaine. Mais Yes. c'est vrai que parfois interagir avec les gens, enfin avec ses clients, par la parole, c'est un axe, ou par l'écrit, c'est un axe aussi. Parfois le faire sous forme d'attention, qui soit physique, expérientielle, c'est aussi un autre axe qui peut être très puissant et parfois faire la différence par rapport à d'autres stratégies très standards de texte ou de vidéo. Ouais et vous verrez d'ailleurs dans les sources, additionnelles que je vais vous partager dans le chat, il y avait pas mal de choses à ce sujet, comme quoi l'expérience, d'un client ou même d'un collaborateur, hein, dans le cas, de l'équipe, est rentable et ça change tout. Vous avez pas mal de stats à ce sujet, donc je vous laisse, les voir par vous-même. Je voulais bien qu'on creuse un petit peu plus le canal des réseaux sociaux justement parce que, j'ai fait ce petit sondage, donc je le ferme, hein. Il y a plus personne en train de voter. Donc la réponse, principale, c'est oui, j'utilise les réseaux sociaux, dans la stratégie de fidélisation et alors on a surtout oui et je le fais et on a, peu de réponses qui dit: «Oui, mais je ne sais pas comment faire» ou encore «non». Est-ce que tu veux bien, développer un petit peu sur, d'après toi, comment fidéliser son audience sur les réseaux sociaux? Alors, moi je peux commencer Laura si tu veux, mais moi je pense que le principal atout, c'est vraiment comme on le disait tout à l'heure sur cette partie conversationnelle, la la collecte dans le développement du produit, la roadmap, la transparence de la croissance de l'entreprise et lui demander son avis et ce vers quoi il veut que la marque ou le produit aille. Ça, c'est un outil ultra puissant de fidélisation parce qu'on l'implique dans la démarche et donc de fait, il sera fidèle s'il a été impliqué dès le début. Et là, les réseaux sociaux, pour le coup, sont hyper friendly pour lancer des collectes d'avis ou de feedback. Et puis après, il y a les outils plus traditionnels d'offres qui passent très bien sur les réseaux sociaux, les ventes flash, enfin pas enfin, on n'aime pas trop parler de ça nous chez nous, mais un peu mettre événementialiser en fait son offre, son service, son produit. Pas forcément parler de solde ou autre, hein, c'est pas le sujet, mais de créer un momentum. Ça, les réseaux sociaux savent très bien le faire. Mmh. Et donc, si on veut pousser une nouveauté en particulier, sans forcément mettre en place de remise ou de discount ou de solde, mais tout simplement mettre en avant une offre ou un service nouveau, les réseaux sociaux, je pense, sont le meilleur canal pardon, pour le faire. Et je vais rajouter 2-3 trucs sur, là-dessus. Une des choses que Chanty, par exemple, fait très bien dans l'utilisation des réseaux sociaux, c'est la mise en avant de ses clients. Les réseaux sociaux, là où c'est hyper puissant, c'est la façon où tu peux mettre en avant tes clients. Donc, on n'est pas du tout dans l'offre, dans l'upsell, etc. Mais là où ça fait super plaisir, c'est quand tu vas partager des messages reçus, des posts, etc. Donc ça, c'est quand même un usage des réseaux sociaux qui est important. Et puis, ce qu'il faut bien faire attention dans les réseaux sociaux, c'est comme un client fidèle n'est pas forcément satisfait. Encore une fois, je parle de fidélité active, enfin de fidélité réelle, pas de sentiment de fidélité. Hein. On a la même distinction entre les ambassadeurs les plus vocaux sur les réseaux sociaux, sont pas forcément ceux qui ont les plus gros paniers. Et donc, il faut faire attention quand on va parler en particulier de système de fidélité, de super user, de super ambassadeur, etc., de bien avoir le mix ou en tout cas la visibilité entre combien ils dépensent et depuis combien de temps et est-ce qu'il est vraiment vocal sur les réseaux sociaux pour nous accompagner. Et tu peux te rendre compte que parfois, tu as des ambassadeurs qui sont des clients à très petit montant, parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment... Et c'est juste qu'ils kiffent vraiment le truc. Et tu as des très gros utilisateurs qui ne vont jamais parler de toi. Donc, il faut faire attention aussi à cette distinction.
Ouais, J'ai envie de bien sûr. rebondir juste sur ce qu'a dit Laura juste avant, parce que c'est vrai qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux un peu les mauvais feedbacks, ou enfin ce qui buzz, c'est plutôt le négatif. Et donc, faut prendre le contre-pied de ça quand on est une marque ou une entreprise, et pas hésiter à vraiment partager les bons moments, les bons souvenirs, puisque créer des souvenirs avec sa base de clients, c'est aussi ce qui fait de la fidélisation. Donc, des testimonials, des vidéos, enfin, ça, faut vraiment pas hésiter à y aller à fond, et puis ça permettra de contrebalancer un peu la tendance, qui est malheureusement trop souvent négative sur les réseaux. Moi, j'avais une question, sur ça parce que quand on dit réseaux sociaux, souvent on parle à des jeunes audiences, on pense à des jeunes audiences. Alors, elles varient, hein, selon les réseaux, Facebook est en train de devenir de plus en plus le réseau des plus vieux, TikTok des plus jeunes, mais ça reste quand même, assez divers sur chaque, réseau. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que j'entendais beaucoup parler en école de commerce et c'est une idée préconçue qu'on entend parfois qu'il faut sans arrêt rajeunir son audience. Il faut aller parler à des audiences de plus en plus jeunes, où on peut penser par exemple, si on a un produit à vendre à des professionnels, ben, on va s'adresser aux étudiants par exemple pour qu'on soit déjà top of mind quand ils ont l'âge de devenir clients. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette question? Laura, je crois que tu pouvais nous parler. Voilà, est-ce que c'est un bon conseil pour toi de rajeunir sans arrêt son audience? Alors, le mot rajeunissement, en fait, c'est une formulation trompeuse. En fait, on parle de renouvellement de l'audience et il se trouve qu'il y a certains produits pour lesquels la cible elle est sensible à l'âge, en fait. Mais par exemple, je pense à des assurances, voilà, les voitures. Enfin, il y a certains produits, des petites voitures pour l'accès à la première voiture. Il y a certains produits qui sont sensibles à l'âge et sur lesquels il faut sans cesse, en fait, pour aller trouver cette audience-là et donc aller capter des jeunes. Mais c'est plus pour ce type de produit parce que le mot rajeunir l'audience, c'est un peu genre on va arrêter de vendre à des vieux. Enfin, moi, je pense que la silver economy a de beaux jours devant elle et qu'il y a de plus en plus de gens et de services à aller vendre à des gens mûrs. Donc, c'est pas vraiment un rajeunissement, c'est un renouvellement de l'audience. En revanche, là où c'est sans doute pas assez utilisé, parce qu'il y a besoin de ce renouvellement d'audience, c'est de s'appuyer sur les clients existants pour aller faire son renouvellement d'audience. Je prenais le cas de l'assurance où on est couvert par l'assurance de ses parents, donc c'est clair que pour les assureurs, pour aller capter des nouveaux clients, il y a un peu de churn, un peu de gens qui changent d'assureur, mais c'est surtout tous les nouveaux qui arrivent sur le marché qui ont besoin d'une assurance en propre puisqu'ils arrivent, ils s'installent tout seuls. Et là, il y a très probablement beaucoup plus d'efforts à faire sur faire effet de levier en fait sur les clients existants pour aller attaquer par exemple des jeunes qui s'installent en passant par les parents avec des offres couplées, avec pas mal d'outils en fait d'upsell et de cross-sell. Ouais, très intéressant. Et si on peut parler, davantage d'outils, est-ce que vous auriez des outils à recommander, tous les 2 pour développer des mécaniques de fidélisation? Maxime, tu veux commencer? Ouais, je peux commencer. Alors, j'ai parlé un peu du referral programme tout à l'heure, mais ça, c'est à condition que les clients soient satisfaits, comme l'a dit Laura. Mais c'est vrai que ça, c'est effet boule de neige. Plus on incite les clients à parler de son service ou de son produit, plus ils le feront de façon proactive, surtout si au bout, le programme est un peu gamifié avec des seuils qu'on peut aller décrocher selon le nombre de recommandations qu'on va faire. Donc ça, c'est un système qui fonctionne très bien et qui continue de fonctionner. Il y a plutôt ce qu'on va appeler les loyalty programmes. Donc là, on est sur, il n'y a pas forcément une logique d'aller chercher des nouveaux clients, mais simplement d'engager encore plus les clients fidèles sur un programme de fidélité. Et là, on met en face de ce programme-là un système de points, enfin les miles dont parlait Laura tout à l'heure, mais on peut le traduire de plein de manières différentes selon l'entreprise que vous gérez. Vous pouvez offrir à vos clients des crédits, des points, enfin, faire une sorte de monnaie virtuelle qui pourrait convertir chez vous selon l'activité
qu'ils ont auprès de votre service ou de votre marque. Ouais, Et puis sur, après, sur la vas-y. gamification, j'en connais un par exemple, c'est une boîte qui s'appelle Pongo, qui est beaucoup utilisée notamment par les restaurateurs, mais ça peut être utilisé également par des SaaS ou carrément d'autres secteurs et c'est vrai qu'il y a cette idée de gamification, ça rend, la fidélité, fun et vous devez proposer aussi ce genre d'outils, chez toi à Panoply, non? Complètement. On développe, des programmes, complètement sur mesure, pour nos clients et sur lesquels, en fait, leur communauté, alors que ce soit leurs clients à eux ou, leurs, collaborateurs, peuvent convertir, les points qu'ils accumulent, et commander, des produits, des services, des expériences, faire des dons à des associations aussi, parce que voilà, on n'est pas forcément, orienté produit, pour tout le monde. Donc ça, c'est des leviers et Pongo, tu fais bien d'en parler, c'est une super initiative aussi, et après, je dirais pour terminer, peut-être avant de laisser la parole à Laura, il y a tout ce système aussi de sentiment d'appartenance, où là, le merchandising peut être pertinent. Donc c'est assez proche de ce qu'on fait, mais à partir du moment où on met entre les mains de nos clients, des produits, qu'ils ont envie d'utiliser et qui vont aussi véhiculer des messages, bah, là, typiquement, on est sur une fidélisation vertueuse puisque non seulement les clients, sont fidèles à la marque, mais en plus, ils en parlent via le merchandising et bon, j'aurais plein d'exemples à donner, mais je vais pas faire de l'auto-promo. Ouais, je rajouterais, c'était un super tour d'horizon de ce qui existe. Moi, je rajouterais quand même le contenu. Ça va faire plaisir à Déborah. En fait, c'est tout ce qui va accompagner l'usage, en fait. Je pense Picard, pour prendre une marque que tout le monde connaît. Picard, à leur caisse, il y a 2 catalogues. Il y a un catalogue produit, puis un catalogue recettes. Et en fait, il y a de plus en plus maintenant de programmes ou d'outils de fidélisation, de communication avec les clients qui vont engager de façon non transactionnelle. Et moi, je crois que ce qui va vraiment faire décoller un programme de fidélité, c'est si on est dans le non transactionnel. Les programmes de fidélité, les cartes, le loyalty programme dont parlait Maxime, hein, si on pense par exemple aux grands distributeurs, c'est des euros sur ta carte. Donc en fait, on est purement dans le transactionnel, on veut que tu reviennes, que tu dépenses tes euros dans le magasin, etc. Et ça, finalement, on est dans de la fidélité faite, tu reviens dans le magasin, mais c'est pas forcément parce que t'aimes le magasin, c'est parce que tu as des euros à dépenser. Alors que si tu es vraiment dans l'aspirationnel, l'inspirationnel, pour t'inciter à, tu crées une relation complètement différente en fait avec ta marque. Donc c'est important pour moi de garder aussi cet aspect-là. C'est hyper, intéressant ce que tu dis, et c'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire qu'on vend un outil de gestion des réseaux sociaux, et là, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est bien une action de marketing, mais je suis pas en train de vous mettre des tampons sur votre carte fidélité. On est en train de parler d'un sujet de marketing. J'imagine qu'il y a des personnes qui peuvent être notre cible parmi les auditeurs aujourd'hui, mais voilà, il y a pas de pression. On est là pour vous offrir, du contenu, pour vous offrir de la valeur. Après, si vous êtes intéressé par l'outil, je vous mettrai quand même un petit QR code pour aller faire un essai gratuit, mais pas Et ça d'engagement. marche aussi bien pour tes prospects que pour tes clients. Parce Ouais, que bien tu sûr. apportes aussi de la valeur à tes clients existants. Donc là, tu fais aussi de la fidélisation à travers ce contenu-là, parce que tu leur apportes de la valeur et ils savent qu'ils vont continuer à être clients pour ne rien perdre de tout le contenu produit Agorapulse. Oui, oui, c'est clair. Donc le QR code, je précisais, c'était pour faire un essai gratuit, donc en l'occurrence, c'est pas une action de fidélisation. Mais après, voilà, le contenu qu'on est en train de produire aujourd'hui peut avoir un intérêt tout à fait pour les clients existants, que pour les prospects. Et on va pas tarder à conclure parce que ça fait bientôt 45 minutes qu'on est en live. Je voulais vous poser surtout une dernière question à tous les 2. Ce serait les faux pas à éviter, les erreurs majeures en termes de fidélisation, que vous pouvez, conseiller aux auditeurs de ne pas faire? Bah, je vais enchaîner en fait, hein, avant de passer la parole à Maxime. Je suis sûre que lui aussi, il a des faux pas en tête, mais pour moi, le faux pas, c'est vraiment le spam et le transactionnel, quoi. C'est envoyer des newsletters promotionnels en rafale ou des enquêtes de satisfaction à chaque point de contact. Ça n'est pas faire de la fidélisation, c'est saouler ton client. C'est au contraire augmenter ton churn. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le faux pas. Le deuxième faux pas, c'est ceux qui sont pas authentiques dans leur communication. Il faut rester Ouais. vraiment
vraiment aligné avec ses valeurs, avec les attentes de ta cible. Ouais, très clair. J'ajouterais que il faut vachement soigner le SAV, quelle que soit votre marque, votre produit, votre service, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on peut on peut transformer des détracteurs en ambassadeurs et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et là, pour le coup, l'effet, il est super puissant parce que le client qui a été déçu et que vous arrivez finalement à rattraper, ce sera probablement un de vos meilleurs ambassadeurs. Donc vraiment soigner le SAV, bien distinguer, comme on l'a dit en intro, les clients satisfaits des clients non satisfaits parce que les stratégies de fidélisation sont vraiment pas les mêmes selon cet indice de satisfaction. Et pour compléter justement sur les clients satisfaits, insatisfaits, il faut faire très attention, surtout en SaaS. Il y a des gens qui confondent des problèmes de fidélité avec des problèmes d'activation. Donc là, on parle vraiment de gens qui ont utilisé. Si, en fait, tu vas pas résoudre par des actions de fidélisation un taux de churn qui arrive en fait tout de suite après inscription, où les gens, en fait, ils passent 2 secondes sur l'outil et ils abandonnent. Là, tu es sur un problème d'activation, tu as sans doute des efforts d'onboarding à faire et pas du tout des efforts de fidélisation. Ça aussi, c'est une erreur que je vois parfois chez mes clients ou d'autres qui vont prendre pour de la fidélisation, ce qui en fait est un problème d'activation. Ouais, très intéressant. Il faut bien distinguer, l'activation et l'onboarding, et encore la satisfaction, la fidélisation, c'est des concepts bien différents. Je pense que vous avez bien fait le tour de la question. J'ai pas plus de questions dans le chat pour l'instant. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un conseil de dernière minute? Je partage donc mon écran pour conclure. Comme promis, le QR code, je vous mets donc, ce petit QR code qui permet de faire un essai gratuit d'Agora Pulse. Donc vous pourrez, voilà, tester par vous-même, l'outil, commencer à connecter vos comptes sur les réseaux sociaux, voir comment ça fonctionne et la grosse news, hein, qui est maintenant, fraîche de un peu plus d'1 mois, c'est qu'on a l'intégration à TikTok. Donc vous pouvez aussi connecter votre compte TikTok et tester gratuitement. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi le webinaire aujourd'hui. Vous avez la possibilité de contacter Laura et Maxime, sur LinkedIn pour parler de tout ce dont vous avez envie. Vous pouvez me contacter également si vous avez des idées de contenu, de partenariat. Voilà, j'invite, des personnes à parler sur, divers sujets du marketing. Donc ça pourrait être les raisons pour lesquelles, vous aurez envie de nous contacter. Et merci beaucoup à tous, d'avoir suivi ce webinaire. On vous souhaite, une très bonne journée. Moi, je vous retrouve en février pour 3 événements sur le thème du dark social. J'animerai un webinaire, le 7 février, un live le 16 février. Il y aura encore, un dernier webinaire le 22 février, animé par Pierre sur le thème du dark social. Et si vous savez pas encore ce que c'est, vous découvrirez à ce moment-là. Merci beaucoup Laura, merci beaucoup Maxime. Merci Déborah. Merci Déborah. Salut Maxime. À bientôt. Salut.